Aujourd'hui, la problématique de l'anorexie ou des troubles de comportement alimentaire, moi je l'aborde par deux volets simultanément. La compréhension de la gestion du stress et le travail pour rééquilibrer l'écosystème intestinal. C'est ces deux éléments qui vont, lorsqu'ils agissent de manière harmonieuse et de concert, font faire que la personne va manger de manière appropriée et ne va pas développer de problème. Ok, donc la vision de la balance calorique unique pour prendre ou perdre du poids, ou pour expliquer les prises et les pertes de poids, elle est largement incomplète si on ne prend pas en compte donc tous les autres facteurs que tu décris, notamment ces modifications internes qui se passent tout le temps en fonction de l'environnement, en fonction de le fait que le corps cherche à rester à l'équilibre. Elle est fausse, elle est absurde. Elle est fausse et elle est absurde. D'autant qu'on ne sait jamais évaluer exactement. En fait, elle est incomplète parce que, admettons, moi, je suis dans un métabolisme qui est le même au jour 1 et au jour 30. Tu vois, c'est-à-dire que mon environnement est à peu près le même, mon stress est à peu près le même, mon équilibre interne et mon métabolisme est à peu près le même, tu vois, c'est-à-dire voilà, j'ai pas de gros bouleversements. Bon, si je augmente mon apport calorique entre le jour 1 et le jour 30, il y a de fortes chances que je monte mon poids aussi d'une manière mathématique, puisqu'en fait on réduit les autres facteurs Alors, dans les études, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des études qui ont été faites dans des chambres caloriques dans les années 70 et 80 qui visaient à piéger les consommateurs, notamment avec des édulcorants. C'est-à-dire que il y avait deux types d'expériences qui étaient faites. Des aliments où le sucre était remplacé par des édulcorants, et où c'était pas mentionné aux patients en question, et on observait l'apport calorique qui était réalisé. Et on se rendait compte que la première semaine, il y avait effectivement un apport calorique qui était moindre du fait qu'il y avait des édulcorants, qu'il y avait une compensation qui survenait au cours des semaines suivantes, et qu'au final, à l'issue du mois, la balance était la même. Autre expérience qui consistait à placer des volontaires derrière une vitre. Ils avaient une paille par laquelle ils aspiraient un liquide et en face d'eux, ils voyaient le liquide du volume qui descendait. Et en fait, dans ces expériences-là, les tubes que les gens voyaient en face d'eux n'étaient pas le leur. C'est-à-dire que les tuyaux et on se rendait compte que si les gens avaient l'impression que leur rapport énergétique était important, c'est-à-dire que le niveau du tube descendait trop vite, ils arrêtaient leur prise alimentaire avant, sauf que si effectivement on les avait leurrés, qu'ils n'avaient pas assez mangé, au cours du repas suivant, il y avait une compensation qui survenait. Donc, il y a des mécanismes assez subtils qui surviennent, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle si mon métabolisme est bon et que je commence à augmenter mes apports alimentaires sur un mois, je vais prendre du poids, tu ne vas pas les augmenter sur un mois parce qu'il va y avoir d'autres mécanismes d'ajustement. Dans les années 80, le professeur Kreff à Paris a travaillé avec des cyclistes de 16, 17, 18 ans. Il a regardé précisément le niveau d'apport calorique et la dépense énergétique sur une semaine. Et il a constaté que l'apport énergétique du jour J était corrélé à la dépense énergétique du jour J-2. Autrement dit, il y a des processus de régulation à moyen terme et à long terme, gestion des réserves de glycogène, mobilisation des graisses, diminution de la taille moyenne des adipocytes. Tout ça, en fait, ça crée des messages d'alerte potentiels. En gros, je suis un paléo, j'ai moins de réserve de graisse, moins de réserve de sucre, je dois être poursuivi ou je dois chasser, je suis en danger. Donc, ces ajustements qui remontent extrêmement loin dans l'évolution sont toujours opérationnels et tout est fait pour maintenir le statu quo. C'est-à-dire que c'est jamais des anomalies propres au fonctionnement de notre organisme qui font qu'on prend du poids, c'est toujours des interférences liées à des facteurs extérieurs qui vont venir perturber la bonne organisation de tout ça. Notamment parce que le système hormonal fonctionne avec des boucles de rétroaction. Tu dois connaître ça. Si on prend la thyroïde, tu as l'hypothalamus qui libère un messager, le TRH, qui agit sur l'hypophyse qui libère la TSH, qui stimule l'activité de la thyroïde. Et les hormones thyroïdiennes, en retour, vont contrôler l'activité de l'hypothalamus. Donc, normalement, si un problème thyroïdien apparaît, c'est seulement parce que les problématiques rencontrées dépassent cette boucle-là. Qu'est-ce qui peut se passer? Des anticorps qui détruisent la thyroïde, des anticorps qui détruisent le récepteur de la TSH, etc. Et donc, on a la même chose sur les ovaires polykystiques, même chose sur l'endométriose. Toute anomalie hormonale qui apparaît et qui peut donc contribuer à des prises de poids n'est pas liée à un dérèglement propre de la glande qui produit l'hormone, mais c'est lié à l'intervention de perturbateurs endocriniens, de stress, d'auto-immunité, d'agents infectieux qui interagissent. Et donc, dans ce contexte-là, la même prise alimentaire donne des résultats différents. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas focaliser sur le choix alimentaire de la personne pour chercher des explications au surpoids. Et quand bien même son alimentation serait caricaturale, elle est le résultat
de problématiques profondes. On connaît la candidose et les pulsions sucrées. Pourquoi est-ce que les pulsions sucrées apparaissent? Parce que ce champignon, pour proliférer, a besoin qu'on mange du sucre, et il crée une perméabilité intestinale pour envoyer au cerveau des messages qui vont nous amener à manger sucré. Et donc, le résultat final qu'on observe, c'est-à-dire les choix alimentaires parfois agaçants qu'on voit chez des jeunes qui bouffent du sucré, pour moi, c'est symptomatique et c'est pas problématique. Même si c'est problématique d'un point de vue santé, c'est symptomatique, c'est-à-dire que si tu veux dire aux gens supprimer le sucré en faisant du coaching mental, en mettant des mantras, en disant allez, tu peux y arriver, no pain, no gain, tu es hors sujet parce que tu n'as pas travaillé sur la cause du problème. Tu vas être dans le cas de figure de l'ancien fumeur qui fume plus, mais qui va renifler des mégots froids tous les matins parce que ça lui manque. Et c'est pour ça qu'il faut être physiologiste pour comprendre les liens qu'il peut y avoir entre tous ces phénomènes et le cerveau qui décide en fait de nos actes en fonction de notre survie dans l'environnement où on est placé. Et plus tu as de leurres qui viennent perturber le fonctionnement du cerveau, déséquilibre de la flore intestinale, problèmes infectieux, problèmes immunitaires, problèmes de pollution, plus en fait il va y avoir des ratés dans les phénomènes d'ajustement, que ce soit dans la prise alimentaire. Parce qu'effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il y a des gens qui développent des prises alimentaires excessives et qui développent du surpoids, avec l'exemple caricatural de syndrome de Pickwick, où les gens ont une anomalie qui fait qu'ils ne perçoivent pas le rassasiement. Mais tu as tout un tas de processus intermédiaires, et avant de fustiger le patient qui mange trop, essayons de comprendre ce qui fait que ces systèmes extrêmement fins de contrôle et de régulation sont plantés. Et c'est parce que on comprendra ce qu'il y a raté finalement dans ces boucles de contrôle qu'on pourra trouver des solutions. La prise en charge du surpoids fait qu'à 1 an, il n'y a que 8% des gens qui n'ont pas repris tout ou partie du poids qu'ils avaient perdu. Donc, ça veut dire qu'on a 8% d'efficacité sur les régimes. Si le régime s'appelait n'importe quel médicament, s'il avait le nom de n'importe quel médicament, il serait interdit à la mise sur le marché. Aucun médicament n'est mis sur le marché avec 8% d'efficacité. Ça veut donc dire que la stratégie du régime amaigrissant, qui est la seule solution qui existe quand on ne réfléchit pas de manière globale, est vouée à l'échec, quand bien même on manipule la composition de ce régime, pauvre en glucides, pauvre en lipides, cétonique, tout ce qu'on veut, on essaie de modifier. Voilà, le problème, c'est qu'est-ce qui fait que le contenu de l'assiette, à un moment donné, et le comportement ont fait que la personne se trouve dans cette situation de désadaptation. Il faut prendre le surpoids comme une désadaptation physiologique. Ok, bon. Si on repart sur un peu sur la question que j'avais au début, qui était celle de l'espérance de vie, donc ce n'est pas qu'une question de quantité alimentaire, c'est une question donc de quantité de micronutriments, mais pas que, d'environnement, de stress, de manque d'activité sportive. Alors c'est bizarre parce que moi je pensais, il y a plein de questions qui me viennent, il y a plein de choses. Ouais. On va essayer d'éviter le dramatique, même si j'aime bien des fois. Je pensais que récemment le sport ou l'activité physique était mauvaise parce que on avait des injonctions à pratiquer un sport et que finalement ça mettait la pression. Alors, je pense que tu vas pouvoir me répondre là-dessus, sur ça, sur un peu les dérives. Est-ce qu'il faut vraiment en parler? Est-ce que c'est vraiment une problématique de société de parler du surplus en sport? Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est en déficit sportif global de toute la population. Et j'ai l'impression que tu as un peu donné la réponse en disant que finalement, en termes d'activité physique, on était bulle. Et c'était ça aussi qui jouait sur l'espérance de vie. Donc là-dessus, déjà. Alors on a une situation qui est très contrastée malgré tout, et je pense quand j'entends ce que tu évoquais et que je réfléchis à ma réponse, j'ai en tête forcément l'exemple de l'île de la Réunion que je connais assez bien, j'y suis allé assez souvent, où tu as soit des diabétiques, soit des trailers. C'est-à-dire que tu as pas de mainstream de la personne qui fait 3 heures de sport par semaine, qui joue un peu au tennis et qui va bien. C'est-à-dire que tu as à la fois la problématique des prédispositions épigénétiques, des facteurs environnementaux, de l'hygiène de vie. Il y a quand même des fois des
des modes de consommation de liquide qui interpellent. Et puis de l'autre côté, tu as une espèce de boulimie de l'activité physique qui peut elle-même d'ailleurs être problématique d'un point de vue de la santé. Ça, c'est encore un autre sujet, c'est-à-dire que le sport est bon pour la santé jusqu'à certains niveaux. C'est comme quand on dit que le sport est bon pour la santé, c'est comme quand on dit que manger est bon pour la santé. Ça, tout dépend de quoi on parle. Voilà. C'est encore une fois des injonctions, mais la question, c'est l'activité physique. C'est-à-dire que je prends le temps de développer un peu ça conceptuellement, c'est que comme ce sont beaucoup de physiologistes de l'exercice qui ont travaillé sur le sujet, leur modèle de compréhension du bénéfice de l'activité physique par rapport au métabolisme s'est inspiré des études menées chez des sportifs compétiteurs. Donc, bien évidemment, si on s'adresse à des gens qui n'ont jamais fait de sport, qu'on leur dit il faudrait que vous fassiez 10 000 pas par jour ou que vous fassiez 3 heures de footing par semaine, si les gens n'ont pas cette culture-là, qu'ils n'ont pas forcément envie, qu'ils redoutent parce que la marche est trop haute, ils ne vont jamais se mettre en place. Et il y a quelques physiologistes qui se sont posé la question inverse, à savoir, et c'est comme ça que j'explique aux patients, imaginons quelqu'un qui fait 2 heures de sport par jour, il est sédentaire 22 heures par jour, même si ça lui déplaît de l'entendre. Quelqu'un qui est sédentaire 24 heures par jour, il a en commun avec le premier 22 heures de sédentarité. Mais parce qu'il le premier est sportif, ce qui se passe dans son métabolisme durant la sédentarité est globalement différent de ce qui se passe chez le sédentaire pendant sa sédentarité. Il s'est produit ce qu'on appelle des adaptations, il y a eu des changements en profondeur du métabolisme, des régulations hormonales, de l'équilibre des neurotransmetteurs, de la gestion du stress. Bref, il s'est passé un certain nombre d'éléments durablement positifs qui influent sur la façon dont il va mobiliser ou stocker ses réserves au repos. Donc la question qui se posait, c'est quelle était la recommandation d'activité minimale qui pouvait être envisagée, et étonnamment on tombait sur au moins 3 fois une demi-heure d'activité aérobie par semaine, ce qui paraît peu, mais qui en même temps pour certaines personnes, je peux te l'assurer, est extrêmement compliqué. Et je leur dis, mais si dans votre organisation de vie et votre manière de penser les choses, il vous paraît impossible de trouver 3 fois une demi-heure d'activité par semaine, ne serait-ce que de la marche ou autre, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire à quel point on s'est éloigné de notre statut de ce que décrivait McDougall dans Born to Run. On est quand même là à l'exact opposé de ce pourquoi notre épigénétique nous a programmés. Mais une fois qu'on pose ce constat, c'est comment on réintroduit ça et comment on le fait passer aux gens. Alors, il y a plein d'astuces. Moi, je dis souvent aux gens, si vous voulez maigrir, achetez un chien. Si vous voulez grossir, achetez un chat. Donc déjà, il y a des choix tout bêtes. C'est les 3 fois une demi-heure, vous essayez de repérer des moments où vous prenez rendez-vous avec vous. La problématique, notamment du basculement vers le surpoids ou l'obésité des jeunes mamans après le 2e enfant ou le 3e enfant, c'est l'incapacité de trouver du temps pour soi et de considérer que c'est une priorité. C'est-à-dire que si on fait entendre aux gens dès le plus jeune âge que l'activité physique, c'est pas seulement un facteur de loisir, alors que d'autres disent, moi, j'en ai rien, j'aime pas courir, je vais me faire de la guitare ou je veux faire DJ, je m'en fous de faire du sport. Mais si on fait entendre que c'est aussi important que ce qu'on met dans son assiette, que l'hygiène de sommeil, que le fait de se laver les dents, et que ça fait partie et qu'on fait en sorte de le rendre agréable, c'est-à-dire que je vois en France, j'ai eu l'occasion de recevoir des lycéens ou des collégiens en consultation, quand ils vous disent, moi je vais bien faire du sport, mais quand on sort de la cantine, qu'on va nous faire courir, qu'on sent la sueur froide et qu'on va en cours et qu'on pue, on n'a pas envie de faire du sport. Et donc, ça nous renvoie encore une fois à quoi? À l'organisation des rythmes scolaires, au fait que, par exemple, en Suisse, à 15h30, tout le monde est sorti d'école, et que si on doit faire du sport ou si on doit faire des activités artistiques qui nous permettent d'apprécier des vrais musiciens ou des vraies chanteuses avant les Jeux, ça c'est un autre sujet, forcément, on aura... Pas là-dessus, Denis, tu vas te faire engueuler. Non, mais moi, j'ai lancé une pétition pour les Fatal Picard, parce qu'au moins on rigolera. Bref. Non, mais ça fait longtemps que je les ai pas entendus. Ce que je veux dire, c'est que encore une fois, on retombe sur une problématique structurelle d'organisation et que la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ont raté le rendez-vous avec l'activité physique à un moment donné? Parce qu'un enfant, naturellement, il court, naturellement, il joue derrière un ballon, naturellement, il nage, naturellement, il fait du vélo. À quel moment est-ce que le rendez-vous est raté? Parce qu'on va rentrer dans une logique compétitive. Je prends l'exemple de la natation. Tu vas dans un club de natation aujourd'hui, tu as 15 ou 16 ans, ou tu es compétiteur, ou tu dégages. Quelqu'un qui vient dire, moi, je veux apprendre à nager, je veux faire 3 séances de natation par semaine parce que ça me fait du bien. S'il n'est pas dans une logique compétitive, il se fait virer du club. Et donc, il n'y a pas de place pour une pratique
ont des adultes. Hein. Tu as aujourd'hui des quadragénaires ou des gens, ils font du tennis loisir, ils font de la natation loisir. Il y a de la place pour eux. L'aquagym, tout ça, il y a de la place. Mais un jeune qui dit, moi, d'accord, je veux bien faire du sport, mais j'ai pas envie de faire la compétition. Il n'a pas sa place. C'est-à-dire que parce qu'il y a aussi des valeurs sociétales qui sont orientées vers la réalisation absolue de la performance, c'est ce que dénonce Albert Jacquard, ou ce que dénonçait aussi d'autres. Oui, c'est Jacquard qui disait ça. On n'a pas la possibilité d'être simplement dans une logique harmonieuse de je fais du sport 3 fois par semaine et j'ai ma ligne d'eau et les autres ils nagent plus vite, c'est pas mon problème.